il les a autour de lui. Donc, si nous avons un gouverneur qui est bien au courant des problématiques, et s'il est saisi par les personnes appropriées, il peut mettre autour de la table toutes les personnes concernées pour qu'elles discutent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la création de cadres de concertation. De cadres de concertation. Et tout à l'heure, nous avons parlé des comités régionaux One Health. Moi, je ramène toujours à la région, parce qu'on est à Ziguinchor. Si nous avons un comité régional One Health qui se réunit périodiquement pour demander à chacun des secteurs qu'est-ce que vous avez identifié comme menace et qu'un partage se fasse en temps réel, on peut anticiper les problèmes. Tout à l'heure, j'ai évoqué le problème de la fièvre de la vallée du Rift à Saint-Louis. S'ils avaient un comité régional One Health fonctionnel, ils auraient pu très tôt, à partir de l'alerte des éleveurs et de l'élevage, dire on a énormément d'avortements. Et ça, dès qu'on dit qu'on a énormément d'avortements, les épidémiologistes, les spécialistes du domaine de la santé se posent la question de savoir, attention, est-ce qu'on n'est pas en train de voir démarrer une épidémie de fièvre de la vallée du Rift chez les animaux? Ça, c'est une deuxième chose. Et troisième élément que je vais proposer pour finir, il faut créer des cadres de formation commune. On ne peut pas attendre que les gens puissent s'entendre, se comprendre, avoir la même compréhension des problématiques seulement quand il y a crise. Il faut qu'ils aient été formés de la même manière, au même niveau d'information, pour que la collaboration soit efficace. Et donc, à travers ces différents axes stratégiques, on peut faciliter la collaboration entre acteurs. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour cette réponse. Donc, je pense que le public a été satisfait de votre réponse. Donc, cette question est toujours pour vous, professeur Noël Manga, ainsi que professeur Mbaye. Donc, les éleveurs et les populations locales détectent souvent les maladies avant les autorités sanitaires. Donc, professeur, comment transformer leur savoir en véritable système d'alerte précoce? Donc, voilà notre question. Ou bien, je la reprends? D'accord. Donc, les éleveurs et les populations locales détectent souvent les maladies avant les autorités sanitaires. Donc, notre question est la suivante. Comment transformer leur savoir en véritable système d'alerte précoce? Je pense que ça, c'est une question provocatrice, hein, à la limite. Oui. Il y a, si j'ai bien compris la question, il y a deux aspects que vous mettez au devant. Il y a la connaissance empirique de nos éleveurs, agriculteurs et autres de la communauté, qui est une connaissance que nous, scientifiques, nous devons travailler à capitaliser dans la recherche. Ça, c'est un premier élément. Et j'ai un ami, d'ailleurs, qui est apparu dans mon exposé, le professeur Nicolas Diouf, qui est à Saint-Louis, qui est vétérinaire et qui a été séduit par la capacité des éleveurs, ce n'est pas des maladies, là je ne parle pas à détecter très tôt les gravidités chez leurs bêtes, notamment chez les chevaux. Mais ils détectent, eux,
au simple regard. Et parfois, ils détectent avant que l'échographie ne puisse réellement être opérationnelle, efficace dans la détection de la grossesse. Mais ces éleveurs le font sur la base de critères, généralement des critères morphologiques. Et eux ont travaillé à pouvoir, en échangeant avec ces éleveurs, intégrer ces critères dans une base IA pour permettre à la longue d'être beaucoup plus prédictif, d'être plus précoce dans la détection, par exemple, de la grossesse. Et ça, je pense que nous avons tendance à négliger le savoir que nos populations ont l'habitude de partager. C'est un savoir qu'ils ont reçu de nos ancêtres, de nos aïeux. Mais je pense qu'aujourd'hui, la science, la recherche doit s'intéresser profondément à ces savoirs, à voir comment est-ce que cela peut s'expliquer de manière cartésienne, entre guillemets, mais surtout à l'intégrer dans les nouvelles technologies, notamment l'IA, pour permettre la prédiction. Ça, c'est pour moi un élément majeur. Maintenant, de manière factuelle, à côté de la recherche, il faut créer, à mon avis, au niveau de la communauté, des structures capables de pouvoir détecter les menaces précocement, et je pense qu'elles existent d'ailleurs. J'ai parlé des CEVACI, n'est-ce pas, qui sont constitués de volontaires qui, dans la communauté, scrutent tous les risques sanitaires, les risques environnementaux, les risques en rapport avec l'élevage, et qui sont censés les remonter vers les agents des différents secteurs concernés pour que ceux-ci les remontent plus haut pour déclencher une investigation. C'est l'investigation qui va dire cette alerte est avérée ou elle n'est pas avérée. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais là où nous avons des difficultés, c'est que ces comités sont essentiellement constitués de volontaires. Même s'il s'agit de gens qui ont la confiance de leur communauté et qui sont choisis par leur communauté, mais c'est du volontariat. Mais avec le volontariat, on ne peut pas être aussi efficace que ça. Donc il faut trouver les moyens de pouvoir suffisamment motiver les membres de ces CEVACI pour qu'ils puissent, ma foi, être plus efficaces dans le travail qui leur a été confié. Moi, je pense que c'est là où il y a véritablement un défi à relever pour permettre à la communauté d'être le plus efficace dans son rôle. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter, moi je pense que fait allusion au savoir endogène, c'est-à-dire les connaissances empiriques des populations, et ça transparaît à travers l'approche transdisciplinaire dont je viens de faire allusion. Je parle de transdisciplinarité, c'est-à-dire là, on n'est plus dans le domaine uniquement des scientifiques, on implique la population. On ne les implique pas pour une participation passive, mais c'est-à-dire là, on veut recueillir leur avis sur les problèmes de santé. Vous avez compris? Oui, c'est pour recueillir leur opinion. Donc là, on va intégrer donc là, ces connaissances et mettre ça en synergie avec les connaissances scientifiques pour tendre vers quoi? C'est ce qu'on appelle, les mathématiciens appellent la modélisation mathématique. Vous avez compris? Et ça, le film aussi le dit, hein, à travers la téléépidémiologie. Donc là, vous avez des connaissances, je parle de données environnementales. Ce n'est pas uniquement des données qui sont liées au biotope, c'est-à-dire le cadre naturel, mais aussi vous avez l'environnement sociétal. Dès que je parle de l'environnement sociétal, donc là, c'est pour intégrer du moins les savoirs locaux, c'est-à-dire les connaissances endogènes véhiculées par les populations. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas cerner donc là, les problèmes de santé, on ne peut pas les résoudre, que ce soit les problèmes de santé, les problèmes géographiques ou autres disciplines que ce soit, sans l'implication de la communauté à travers donc là, leur savoir endogène. Et là, la météo est allée beaucoup plus loin. On parle même du calendrier agricole. La météo a inclus dans son système de modélisation les savoirs endogènes pour bien cerner donc là, le calendrier agricole.
des paysans. Et ça, c'est un exemple que tout le monde doit suivre. Merci. Merci, professeur. Donc, on me signale qu'on a un problème de temps. Donc, on va essayer d'être plus pragmatique. Donc, la prochaine question est pour Dr Youssouf Tine ainsi que Monsieur Cheikhou Dansokho. Donc, un concept n'a de sens que s'il est compris par la population. Donc, comment vulgariser le concept One Health auprès des populations rurales sans qu'elles perçoivent les mesures sanitaires comme une menace pour leur économie? C'est à travers les abattages des animaux qu'on suspecterait avoir peut-être une maladie qui serait potentiellement zoonotique. Donc, comment vulgariser le concept One Health auprès des populations rurales sans qu'elles perçoivent les mesures sanitaires comme une menace pour leur économie? Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Permettez-moi tout d'abord, avant de répondre à la question, de saluer très respectueusement mes chers maîtres, le professeur Issawan, ici présent, le professeur Noël Manga, des personnalités en qui je vous vraiment un très grand respect pour leurs compétences, leurs connaissances, mais également vraiment leurs valeurs humaines. Saluer également mes co-panélistes, le professeur Ibrahim Mbaye et monsieur le directeur régional de l'environnement, mes chers collègues et amis, le professeur et parrain, le professeur Khalidou Diallo, mais également saluer toute la PostMed et toute l'université. Remercier la PostMed de nous donner l'opportunité aujourd'hui de participer à cette importante activité, ce masterclass. J'ai été séduit par l'organisation, mais également des thématiques qui ont été abordées. Et je pense que les deux conférences auraient suffi valablement pour qu'on puisse repartir avec quelque chose. Votre question, elle est très pertinente aujourd'hui dans la mesure où il faut, je rejoins en tout cas le professeur Ibrahim Mbaye dans ce qu'il disait tout à l'heure, travailler à une transdisciplinarité. Le jour où on va arriver à avoir le même niveau de connaissance sur les interrelations entre la santé humaine, animale et l'environnement, aussi bien au niveau de la communauté, du secteur animal, du secteur de l'environnement, du secteur de la santé, je pense qu'on arrivera carrément à aider les populations à améliorer leur santé. Pour que les populations ne perçoivent pas aujourd'hui comme des contraintes, quand on vient vers eux pour améliorer leurs compétences, il suffit juste de renforcer leur capacité. Le renforcement de capacité des populations passera par plusieurs niveaux. Je pense qu'il y a un niveau où il s'agira de faire une communication à tous les niveaux, que ce soit une communication institutionnelle, mais également une communication de masse, à travers les télés, à travers les radios communautaires, mais également une communication de proximité qui va permettre d'organiser au sein de la communauté ce qu'on appelle certainement des dialogues communautaires. Organiser des dialogues avec la communauté, discuter, recueillir leurs avis et perceptions par rapport aux différentes pathologies, par rapport aux situations, aux urgences de santé publique, et déconstruire en temps réel vraiment ces perceptions et leur donner les bonnes informations. À travers les visites à domicile intégrées, mais également à l'occasion de causeries. Aujourd'hui, il y a, je me permettrai vraiment de répondre à la question aussi qui avait été posée à mes deux prédécesseurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour servir la communauté. C'est ce qu'on appelle la surveillance à base communautaire, qui aujourd'hui existe dans le cadre de sa mise en œuvre avec, en tout cas, la mise en place de ce qu'on appelle des comités de veille et d'alerte communautaire intégrés. Le professeur Noël Manga en a parlé. Une masse critique d'acteurs qui sont formés au sein de la communauté pour pouvoir détecter très tôt des signaux précoces et de pouvoir alerter. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la difficulté réside dans le sens où c'est la fonctionnalité de ces comités vraiment qui pose problème. Donc le travail qui doit être fait, c'est comment faire pour redynamiser ces communautés,
vous conviendrez avec moi, le professeur Noël l'a brossé, c'est qu'un travail qui est basé sur le volontariat, avec les temps qui sont durs, quelquefois, ça pose problème. Ce qui fait qu'il faut travailler sur des systèmes de motivation, vraiment de façon dynamique et pérenne, pour que ces systèmes puissent fonctionner. Donc, pour revenir encore à votre question, c'est le renforcement de compétences. Communiquer avec ces communautés, partir sur des informations connaissant un peu la sociologie, vraiment de ces communautés, discuter avec eux, renforcer leurs compétences, ça leur permettra aujourd'hui d'adhérer, de mieux adhérer à ce qu'on leur propose en termes de mesures de santé publique, en termes vraiment d'intervention. L'autre chose sur laquelle je voudrais peut-être dire un mot, la collaboration transfrontalière, vous l'avez évoqué. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Mais je pense que je n'ai pas encore vu aujourd'hui un cadre de concertation transfrontalière où on parle de One Health. Donc, il est important de mettre en place une plateforme transfrontalière One Health dans laquelle les différents pays vraiment riverains pourront vraiment s'asseoir et discuter avec un système de gestion intégré des données où les différents pays pourront se parler. On pourra certainement, à travers les plateformes digitales, voir très rapidement qu'il y a des signaux dans tel pays et pouvoir nous préparer davantage. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas dire merci beaucoup. Merci beaucoup donc, pour votre question. Je voudrais d'abord féliciter les professeurs pour leur brillante présentation, également saluer toute l'assistance. Donc, je vais un tout petit peu abonder dans le même sens pour la réponse, dire que dans le cadre de la surveillance des risques sanitaires, en tout cas, l'intrant ou l'un des intrants les plus essentiels, c'est l'information. Et cette information-là, il faudra aller tout d'abord la chercher auprès des communautés, auprès des populations. C'est important donc en tout cas, d'accroître leur implication dans cette perspective. Et le second aspect, c'est, pour répondre à votre question, la mise en place d'une stratégie de communication efficace. Efficace, le plus souvent, on met en place beaucoup de stratégies de communication, mais des stratégies de communication qui sont basées sur les réalités environnementales et sociales, donc en tout cas des communautés. Et avec des supports également de communication qui sont qui peuvent être facilement appréhendés par les populations. C'est important. Parce que le plus souvent, dans le cadre des programmes et des projets, ce qui se passe pour la mise en place des stratégies de communication, on va prendre un cabinet qui va venir avec des méthodologies classiques. Et le plus souvent, ça ne donne pas les résultats escomptés. Donc, il va falloir axer la stratégie de communication sur les réalités environnementales et sociales, locales. Ensuite, utiliser aussi des supports que les populations peuvent, en tout cas, facilement appréhender. Voilà, je vous remercie. Pour le conforter, hein, c'est là où quand même il faut, comment dirais-je encore, prendre en compte les langues locales. Ça permet vraiment de faire passer l'information très rapidement. Donc là, je pense que quand même le nouveau régime là, il est dans ce sens. Donc là, de valoriser les langues locales, et les mettre au profit de la science. Et ça, je pense que ça peut être quand même une voie, si on y arrivera, un jour quand même, et les introduire même dans les curricula, les langues locales. Ça va faciliter. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci aux différents intervenants pour ces réponses claires et éclairées. Donc, on me demande d'y aller rapidement quand même, parce que le temps nous rattrape. Donc, je vais sans plus attendre passer à la dernière question. Donc, la question s'adressera à tout le monde. Donc, comment contrôler, l'environnement en ce qui concerne le One Health constitue souvent le parent pauvre des politiques de santé.
Donc, comment contrôler l'usage des antibiotiques dans l'élevage alors que leur effet dépasse le cadre animal pour toucher l'homme et l'environnement? Donc, je reprends ma question. Comment contrôler l'usage des antibiotiques dans l'élevage alors que leurs effets dépassent le cadre animal pour toucher l'homme et l'environnement? Donc, c'est plus en rapport, je dirais, d'après ma compréhension, avec le concept de la RAM, la résistance aux antimicrobiens. Donc, la parole est à vous, cher maître. Bon, vous voulez que je commence? Oui. Excusez. Merci pour cette question. Alors, il s'agit de questions assez difficiles à adresser. Parce que la problématique de l'usage, du mésusage des antibiotiques est très complexe. Un des premiers aspects du contrôle, c'est d'arriver à réduire l'utilisation d'antibiotiques dans les différents secteurs, notamment dans le secteur animal, qui est le secteur le plus grand consommateur d'antibiotiques. On ne s'en rend pas compte, mais ce sont des tonnes d'antibiotiques qui sont consommées par le secteur animal chaque année à travers le monde. Ça, c'est la première chose. Comment réduire alors cette consommation? À mon avis, il faut contrôler les réseaux de distribution des antibiotiques. Autant dans le secteur humain, on a des pharmacies qui sont tenues par des pharmaciens, donc des gens formés. Et là encore, malgré tout, on a des problèmes, hein, parce que les pharmacies sont données, les antibiotiques sont donnés en conseil dans les pharmacies. Mais a fortiori dans le secteur de la médecine animale, où malheureusement, on n'est pas encore arrivé à formaliser la formation du vétérinaire pharmacien. On n'a jusque-là pas de pharmacien vétérinaire. Donc aujourd'hui, c'est le pharmacien tout court qui parfois ouvre, certains d'entre eux ouvrent leur pharmacie pour vendre des médicaments, dont des antibiotiques en majorité. Donc formaliser la distribution, notamment dans le secteur animal, ou au mieux, et ça, c'est une des requêtes, des plus grandes requêtes, ou au mieux, pour les antibiotiques, avoir une seule source d'approvisionnement pour le monde animal et pour le monde humain. Ça, c'est important pour contrôler l'utilisation. Deuxième élément, c'est une bonne formation de ceux qui doivent prescrire. Réglementer déjà la prescription. Ce n'est pas à tout le monde de prescrire, et bien former les prescripteurs. Il ne faut pas qu'un éleveur lambda se lève aujourd'hui, vienne acheter des antibiotiques qu'il va donner à sa volaille. Donc ça pose problème. Ça doit être bien réglementé. Troisième élément, c'est la surveillance. Surveillance de l'utilisation de ces antibiotiques-là. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des systèmes de surveillance de la consommation des antibiotiques. Et le dernier rapport est quand même alarmant. Le rapport qui est sorti en 2024-2025, il montre qu'il y a une utilisation extrêmement inquiétante. Alors, c'est une nébuleuse pour les autres secteurs,
parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Et derrière, dernier aspect, c'est la recherche. C'est la recherche. La recherche sur les différents aspects qui peuvent nous amener à réduire la prescription des antibiotiques et les mesures alternatives de prise en charge des maladies qui permettent d'épargner l'usage des antimicrobiens, donc des antibiotiques. Et je pense que cela nous permettra d'améliorer. Alors, la recherche aussi doit aider à un meilleur diagnostic des maladies bactériennes, parce que les antibiotiques ne se donnent pas pour toutes les maladies. Si on n'a pas suffisamment de moyens pour faire le diagnostic précis, la différence entre une maladie virale et une maladie bactérienne, il y aura toujours des difficultés, parce qu'un éleveur qui voit son animal qui coûte très cher en agonie et qui pense qu'il s'agit d'une maladie bactérienne, même si vous arrivez à le convaincre qu'il ne s'agit pas d'une maladie bactérienne, il essayera de le sauver avec des antibiotiques. Alors que s'il y a un test discriminant qui lui permet de dire qu'il s'agit d'une maladie virale, il ne va pas prescrire, il ne va pas donner des antibiotiques, ou un vétérinaire ou un médecin ne donnera pas des antibiotiques. Donc ça aussi, à mon avis, c'est extrêmement important. Je vous remercie. Professeur, 10 millions de décès liés à la rame chaque année d'ici 2050. Donc, c'est ce qu'on a compris. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Raison pour laquelle j'aimerais vous demander si, au moins, le Sénégal a de vraies politiques de lutte contre ces résistances aux antimicrobiens. 10 millions de décès, moi, à chaque fois que je lis ça, ça me fait frissonner. Ça me fait frissonner parce que je me dis, dans quelques années, si rien n'est fait, en 2050, je pense que je serai déjà à la retraite. Mais en fait, je vous plains, vous, parce que c'est vous qui serez confrontés à cette problématique. On parle de cette problématique aujourd'hui, mais c'est vous qui allez être confrontés à cette problématique. Je me souviens, il y a quelques années, lorsque je faisais un cours sur Ebola, c'est avant l'épidémie, la grosse épidémie qu'on a connue, j'étais traversé subitement par un frisson, comme si je sentais qu'il y avait, ça pouvait être une grosse menace. Et c'est ce que je ressens à chaque fois que je parle de la résistance aux antimicrobiens. Donc c'est comme si c'est un problème qui arrive. Les gars, il faut que vous soyez conscients de cette menace-là. Ça va être une menace que nous devrons affronter avec énormément de difficultés. Et je me mets à la place du médecin qui pose le diagnostic, qui a une hémoculture positive avec un germe pour lequel il n'a pas d'antibiotique et qui va devoir regarder son malade mourir parce qu'il n'a pas de moyens pour traiter ce malade. Imaginez-vous être dans cette situation. Je ne prie pas Dieu que ce soit un de vos proches. Mais voilà, comment est-ce que cette situation se présente? Donc, il faut qu'aujourd'hui, nous puissions changer les paradigmes. Il faut que nous travaillions à mettre en œuvre les différentes recommandations dont j'ai partagé quelques-unes tout à l'heure. Voilà, moi, le message que je lance. Merci beaucoup. C'est bon, je peux? Oui. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Par rapport vraiment à cette question, le professeur Noël a fait un peu le tour de la question. Mais moi, peut-être certainement, je vais faire un truc en sens inverse. C'est-à-dire, quand vous prenez le nœud du mésusage des antibiotiques, le nœud du problème, c'est un problème de connaissance. C'est l'insuffisance des connaissances qui entraîne de mauvaises attitudes et des pratiques désastreuses. Donc, partant de cela, moi, je pense que ce qu'il faut faire en premier lieu, il a dit, je pense que de façon globale, c'est le renforcement de capacités. Renforcement de compétences, de capacités à tous les niveaux. Aussi bien dans le cadre du secteur santé humaine, santé animale, environnementale, mais également des communautés. Bientôt, un de nos chers confrères va soutenir une thèse
assez intéressante, je pense, sur l'usage des antibiotiques, connaissances, attitudes et pratiques dans un contexte de résistance aux antimicrobiens. Et quand on a évalué les connaissances des personnels de santé, mais à tous les niveaux, mais on a eu des résultats quand même qui sont très inquiétants parce que vous êtes formés, mais pour la plupart avec des écoles, des trucs, des connaissances vraiment éparses. Quelquefois, les pratiques ne répondent pas réellement, vraiment aux recommandations quelquefois internationales. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour éviter cette résistance aux antimicrobiens au niveau chez les animaux, il faut s'adresser, comme il a dit, aussi bien les vétérinaires dans la pratique de prescription, mais également les éleveurs qui utilisent ces antibiotiques pour le donner à leurs animaux. Moi, je prends juste un exemple récent que j'ai vécu par rapport vraiment aux campagnes de distribution de médicaments de masse pour lutter contre les maladies tropicales négligées. Les éleveurs aiment bien prendre le praziquantel pour le donner à leurs bêtes, surtout mes parents là, les parents de Calidou. Ils aiment bien parce qu'ils disent que ça déparasite et puis ça renforce le tout, mais ça crée des résistances. Donc aujourd'hui, c'est le renforcement de compétences. L'autre chose, ce sera travailler au renforcement de la réglementation en vigueur sur l'usage des antibiotiques. Troisième point, c'est la communication. La recherche, je n'y reviendrai pas parce que le prof Noé Manga l'a dit, et la surveillance. Voilà, c'est ça que j'avais à dire par rapport à ce point, de façon vraiment très résumée, pour éviter et travailler contre vraiment la résistance aux antimicrobiens chez les animaux. Merci. Ok, peut-être moi sur 3 points pour en tout cas gérer cet aspect. Le premier, c'est de renforcer donc la surveillance au niveau des postes de contrôle transfrontalier. Et là, il est important de mettre en place des brigades mixtes donc, pour ce contrôle-là. Ensuite, il faudra peut-être accorder un accent particulier à tout ce qui est dispositif de gestion des déchets biomédicaux, particulièrement au niveau des parcs à vaccination. On se rend compte que le plus souvent, le dispositif n'y est pas. Ensuite, le troisième point, c'est d'accroître la surveillance des milieux récepteurs. C'est vrai que c'est le rôle de l'environnement, mais le plus souvent, on se rend compte qu'on n'a pas de données sur cette pollution dont vous parliez avec le ruissellement. Donc, c'est important déjà de documenter cette pollution-là et au niveau particulièrement de tout ce qui est parcs à vaccination, les cours d'eau au niveau des parcs à vaccination, les marchés à bétail et tout ce qui est également abattoir. Je pense que c'est important de sillonner ces zones-là pour voir la pollution, c'est ça la pollution de ces cours d'eau. Voilà, merci. Donc, je pense, Manuel. Donc, nous allons recueillir 2-3 questions simplement du public pour ceux qui... Bon, d'accord. Donc, mesdames et messieurs, donc nous sommes au terme de ce panel. Donc, une évidence s'impose. Le concept One Health n'est pas seulement une théorie abstraite, mais une nécessité stratégique dans notre pays. Les échanges de ce jour ont montré que la santé humaine, la santé animale ainsi que la santé environnementale sont intimement liées. Les zoonoses, ces maladies transmises à l'homme, en sont l'illustration la plus concrète. Elle nous rappelle que les frontières entre espèces ne sont pas des barrières pour les agents pathogènes et que toute rupture d'équilibre entre l'homme, l'animal et l'environnement peut devenir une menace sanitaire majeure. Nous avons également mis en lumière les défis à relever, la coordination des acteurs, la surveillance des risques sanitaires, la prévention des zoonoses, la sensibilisation des populations et l'intégration effective de l'environnement dans les politiques publiques. Le défi qui nous attend est collectif. Il nous invite à dépasser les approches sectorielles pour construire une vision intégrée de la santé
fondée sur la collaboration, l'anticipation et la responsabilité partagée face aux zoonoses et aux autres menaces émergentes. Nous espérons que ce panel ne restera pas un simple moment d'échange, mais qu'il contribuera à renforcer l'engagement et l'action en faveur du One Health au Sénégal. Je remercie chaleureusement nos panélistes pour la richesse de leur contribution. Et à vous, cher public, pour votre attention et votre participation. Ensemble, faisons du One Health non seulement un concept, mais une pratique concrète pour prévenir les zoonoses et protéger durablement la santé de nos populations. Merci beaucoup. Donc, nous demandons aux différents panélistes de se lever et de se réunir pour une photo de famille. Donc, le parrain aussi, ainsi que le moniteur peuvent descendre sur la scène. Likez, partagez.